Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 213e briefing. Je suis content d'être revenu à Moscou après un petit séjour à Paris et de retrouver nos spécialistes, voilà, Arnaud et Igor, comme toujours, qui vont nous délivrer la bonne parole. Une fois n'est pas coutume, c'est Arnaud qui va commencer et qui va nous parler de politique intérieure, d'économie, avec, je crois, pas mal de choses aujourd'hui. En effet, merci Président. Bonne parole, mais pas prêchi-prêcha, soyons clairs. Quelques mots d'économie pour commencer. Sur le budget, on en a beaucoup parlé en Occident. On a principalement retenu la hausse des dépenses militaires. Effectivement, près de 13 500 milliards de roubles l'an prochain seront affectés au ministère de la Défense, c'est-à-dire environ 130 milliards d'euros en nominal, en parité de pouvoir d'achat sans doute beaucoup plus. Si on y ajoute les postes de dépenses relatifs à la sécurité nationale, on atteint 40% des dépenses, qui est un niveau inédit depuis la fin de l'URSS, mais il y a d'autres éléments importants, me semble-t-il, qui méritent d'être relevés. D'abord, on en avait parlé, va entrer en vigueur la réforme fiscale, qui consiste en un relèvement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la création de nouvelles tranches d'impôt sur le revenu pour les particuliers. Cela doit faire rentrer environ 30 milliards d'euros au cours actuel. Autre élément intéressant, me semble-t-il, les rentrées liées aux recettes d'hydrocarbures sont à leur niveau le plus bas depuis 2006. 27% seulement du budget fédéral dépend des hydrocarbures. Alors certains diront que c'est encore beaucoup. C'est encore une fois un niveau historiquement bas, ce qui permet à la Russie de limiter son exposition au risque de fluctuation des cours mondiaux du pétrole. Autre élément intéressant, c'est la fin de la contribution exceptionnelle de Gazprom. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2023, en plus de l'imposition normale, classique, traditionnelle du secteur gazier, eh bien Gazprom s'acquittait de 50 milliards de roubles par mois, c'est-à-dire 500 millions d'euros environ. Il était prévu que cela dure jusqu'en 2026. Eh bien, le gouvernement, dès l'année prochaine, va annuler cette contribution exceptionnelle, ce qui devrait permettre d'améliorer les comptes de Gazprom, qui sont déjà revenus en zone positive à la fin du premier semestre. Et enfin, le gouvernement prévoit de revaloriser les traitements de certaines catégories de fonctionnaires et d'employés du secteur public, notamment les enseignants, les médecins, les infirmières, les assistants sociaux, une revalorisation de 13,2% en 2025, c'est-à-dire sensiblement plus que l'inflation attendue, et de 10% en 2026. Parmi les autres nouvelles économiques, euh, la croissance. Le ministère du Développement économique qui a publié hier ses chiffres pour le mois d'août, plus 2,4% en glissement annuel. Donc la croissance se poursuit à un rythme cependant moindre qu'en juillet, puisqu'en juillet, on était à plus 3,5. Ce ralentissement est corroboré par les indices PMI, indices mensuels pour les industries manufacturières, qui, pour la première fois depuis avril 2022, passent sous la barre des 50 à 49,5 contre 52,1 en août. C'est significatif. Et pour ce qui est des services, on reste en zone positive à 50,5, mais on baisse là encore de près de 2 points par rapport au mois d'août. La presse russe s'est fait l'écho ces derniers jours d'un engorgement des virements en euros vers l'Union européenne euh, au sein de la banque hongroise OTP. C'est l'une des dernières banques européennes actives en Russie, en tout cas, qui continue à proposer des virements en euros vers l'Union européenne. Il semblerait que de nombreux clients de Raiffeisen et d'Unicredit y aient ouvert des comptes ces dernières semaines et il y a un trafic inhabituellement élevé que la banque peine à traiter, mais elle assure que tous les virements seront honorés dans les jours et les semaines qui viennent.
Un tribunal d'arbitrage de Moscou, et ça me paraît significatif, a gelé hier, à la demande du parquet général, 372 millions d'euros appartenant à la Bank of New York et à JP Morgan Chase Bank. C'est une mesure conservatoire prise, et c'est là que ça devient intéressant, dans le cadre d'une procédure intentée par la Russie, l'État russe, contre l'État ukrainien. De quoi parle-t-on? On parle d'une décision du gouvernement ukrainien de nationaliser les actifs des entreprises russes, et notamment une filiale de Sberbank. Eh bien, la Russie a considéré que les deux banques américaines avaient contribué par des financements directs à l'entité juridique ukrainienne qui avait saisi les biens russes. Et donc la Russie, à titre de compensation, gèle et peut-être demain saisira de l'argent américain dans le cadre d'une action intentée contre l'État ukrainien. Et ça doit faire réfléchir, à mon avis, tous les acteurs économiques engagés aux côtés de l'Ukraine. Euh, le quotidien économique RBK qui nous donne une statistique intéressante, un chiffre en tout cas intéressant. Les compagnies aériennes étrangères ont assuré 40% du trafic international de passagers en provenance de Russie sur les 7 premiers mois de l'année, ce qui est un niveau historiquement élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnies russes volent moins vers l'étranger qu'en temps normal et que ce sont d'autres compagnies qui ont plus de liberté de manœuvre qui assurent plutôt ce service. J'en viens maintenant aux nouvelles politiques et sociétales avec une perquisition hier à Pskov qui a fait du bruit dans le monde politique russe. C'est M. Lev Schlossberg, vice-président du parti Yabloko, qui a été perquisitionné et mis en examen dans la foulée pour, selon le parquet général, avoir enfreint la loi sur les activités des agents étrangers. M. Schlossberg est une figure importante du parti Yabloko, de l'opposition qui est restée en Russie. Il s'était distingué de la plupart euh, des membres de l'opposition dite hors système en les condamnant, en condamnant ceux en tout cas qui s'étaient réjouis de l'attaque ukrainienne contre le territoire de Koursk. Donc il a un positionnement assez ambigu, membre de Yabloko qui n'est pas un parti hors système, mais il est considéré comme étant parmi les membres de ce parti les plus critiques du pouvoir, et en même temps, il a critiqué de façon très claire et sans ambiguïté une partie de l'opposition en exil récemment. Dans l'actualité politico-judiciaire, il y a également le procès de 4 journalistes russes accusés d'avoir collaboré avec FBK, le Fonds de lutte contre la corruption de feu Alexei Navalny. 4 journalistes donc sont poursuivis dans ce cadre-là et risquent plusieurs années de détention. Un élu d'opposition qui, lui, est incarcéré depuis juillet 2022, M. Gorinov, ancien élu de l'Assemblée municipale de Moscou, qui avait été le premier condamné au titre de la propagation de fausses nouvelles sur l'armée, entre guillemets, eh bien, il se serait vu proposer un contrat d'engagement du ministère de la Défense pour aller combattre en Ukraine. Enfin, et cela me paraît significatif du front de l'air à Moscou et en Russie, M. Vladimir Medinsky, qui a été ministre de la Culture, qui est conseiller du président Poutine, qui, Igor nous en avait parlé longuement au printemps 2022, dirigeait la délégation des négociateurs russes à Istanbul et qui, parmi ses autres casquettes importantes, est président de la Société russe d'histoire militaire, une entité importante aujourd'hui. Eh bien, il s'est prononcé en faveur de la réduction de la durée de l'enseignement primaire et secondaire, qui est actuellement de 11 ans, qualifiant cette durée de luxe inadmissible. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui de l'actualité russe. Merci beaucoup, très riche en effet, et, pas toujours rassurante. On a plusieurs questions, mais ils sont plus du domaine international, donc on va peut-être attendre l'intervention d'Igor pour voir quels sujets vont être traités, et puis on traitera les questions après, et l'un ou l'autre prendra la parole selon son désir. Nous t'écoutons, Igor.
Merci Président, bonjour à tous. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix qui est un petit peu cassée, mais je vais quand même m'efforcer de faire quelque chose de clair malgré cela. Alors, je vais commencer par l'aide à l'Ukraine. Et alors, le seul point, mais il est important, ce sont les suites de la visite de Monsieur Zelensky aux États-Unis, dont j'avais longuement parlé la semaine dernière et il y a même 15 jours lorsque celle-ci se préparait. M. Zelensky est revenu avec une rallonge de 8 milliards de dollars sur l'actuelle enveloppe du budget attribué par les États-Unis pour le soutien à l'Ukraine. 8 milliards qui se décomposent en une première enveloppe, sous-enveloppe, de environ 5 milliards et demi, qui devront être décaissés d'ici la fin de l'année budgétaire, c'est-à-dire d'ici janvier. Et le restant, c'est-à-dire environ 2 milliards et demi, qui devront être dépensés au début de 2025 pour acheter des munitions auprès des industriels américains qui doivent les fabriquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre de l'argent pour prélever sur les stocks américains, mais on va passer commande auprès des industriels américains pour la raison que je vous explicitais la semaine dernière, c'est-à-dire que les stocks de l'armée américaine ont été très lourdement sollicités pour aider l'Ukraine depuis plus de 2 ans, et qu'aujourd'hui, suivant les missions considérées, on arrive à des seuils critiques. Par conséquent, on est obligé de trouver notre système qui est celui de la commande, avec ce que cela suppose, à savoir le délai d'attente, le temps que ces munitions ou ces armes soient fabriquées, puis acheminées vers l'Ukraine. Évidemment, c'est plus rapide de les puiser dans les stocks de l'armée américaine, mais cela devient de moins en moins évident. Parmi les nouveautés dans ce pack d'aide militaire, eh bien, la livraison de nouveaux missiles de haute précision, d'une portée de 130 km, qui sont les Joint Standoff Weapons, et qui ont vocation à être embarqués par les F-16 que l'armée ukrainienne reçoit au compte-gouttes, et qui pourront donc délivrer des frappes avec un rayon d'action assez, comment dirais-je, conséquent. Alors, ce déplacement, je vous ai dit, il n'est pas revenu les mains vides, mais pour autant, on ne peut pas vraiment dire que c'était un franc succès. Il n'y a qu'à lire les titres, hein, les manchettes des journaux de la grande presse fédérale américaine et anglo-saxonne en général, avec des titres assez sombres en réalité hein, sur le bilan de cette visite et les perspectives, étant donné le maigre, finalement, les maigres, ce bilan assez maigre. Monsieur Zelensky, évidemment, s'est rendu au Capitole jeudi dernier. Il y a 2 ans, il avait reçu une ovation, une standing ovation, comme on dit. Cette année, c'était de la part de l'hémicycle. Hein. Cette année, il a réalisé des rencontres à huis clos, 2 rencontres à huis clos avec les sénateurs, un groupe bipartisan de sénateurs, une dizaine ou une vingtaine de personnes, puis une deuxième rencontre à huis clos avec des membres de la Chambre des représentants, et là on parle d'une douzaine de personnes tout de plus qui ont bien voulu recevoir le président ukrainien. Le lendemain, vendredi dernier, il s'est rendu à New York où il a finalement rencontré Donald Trump. La semaine dernière, je vous avais dit que cette rencontre n'était pas prévue. Les choses se sont finalement déroulées différemment. L'ancien président américain a accepté de rencontrer le président ukrainien à New York. Monsieur Biden, de son côté, s'est exprimé à l'ONU dans le cadre de l'Assemblée générale qui se tenait à New York et a annoncé la tenue d'une nouvelle réunion du groupe des pays qui soutiennent l'Ukraine, qu'on appelle le groupe de Rammstein, une cinquantaine de pays, qui se tiendra en Allemagne en octobre, et M. Biden devrait personnellement y prendre part. On imagine bien que là, l'objectif est d'essayer de relancer la machine, en tout cas de réinsuffler de l'énergie dans le soutien à l'Ukraine, un soutien dont on sent qu'il s'épuise, qu'il s'essouffle. Il n'y a qu'à lire la presse américaine et la presse anglo-saxonne une fois de plus pour le constater. Le président américain qui est quand même sous pression de son Congrès concernant le dossier ukrainien, puisque le Congrès américain a exigé à l'administration Biden qu'elle fournisse une stratégie concernant l'Ukraine, tout simplement, sous 45 jours, comme condition préalable à l'engagement des discussions sur la prochaine ligne budgétaire pour l'année prochaine, pour le budget destiné à l'Ukraine l'an prochain. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de stratégie, mais il y a plutôt une phrase hein, qu'on entend beaucoup, qui est aider l'Ukraine autant que nécessaire et aussi longtemps qu'il le faudra, qui est un petit peu une déclinaison du quoi qu'il en coûte, mais peut-être un petit peu moins
robuste que le quoi qu'il en coûte, néanmoins, du point de vue sémantique. Et Monsieur Zelensky, évidemment, n'a pas, ça je l'avais dit la semaine dernière, mais ça s'est confirmé depuis, n'a pas obtenu le feu vert qu'il cherchait de la part des Américains pour utiliser les missiles longue portée contre le territoire russe, c'est-à-dire les régions continentale de la Russie, frontalière de l'Ukraine, de même que son plan pour la victoire qu'il souhaitait et qu'il a présenté à ses soutiens ne semble pas avoir convaincu beaucoup de monde. Ça aussi, je l'avais répercuté la semaine dernière. Sa visite n'était pas encore finie. Cela s'est confirmé. Deuxième nouvelle dans cette rubrique internationale, eh bien, c'est l'Allemagne. Vous vous souvenez, de la semaine dernière, je vous avais expliqué que beaucoup de pays du G20 avaient réagi de manière montré très sceptique finalement face au plan de la victoire présenté par M. Zelensky. Et parmi ces pays, je vous avais dit qu'il y avait un pays, qui ne donnait pas le nom, et dont on pouvait penser qu'il s'agissait de l'Allemagne, qui suggérait de rouvrir les canaux avec le Kremlin. Ça s'est confirmé cette semaine, puisqu'on a appris que le chancelier Olaf Scholz se préparerait, selon un article qui a été publié dans un grand quotidien allemand, il se préparerait donc à reprendre directement contact avec Vladimir Poutine et projetterait de le faire avant le sommet du G20 qui se tiendra au Brésil à la mi-novembre. Monsieur Scholz, donc, par ailleurs, il se dit qu'il est en train de méditer sur un plan de paix, en tout cas une feuille de route pour mettre fin au conflit. Monsieur Scholz donc compte reprendre contact avec Vladimir Poutine directement. Les deux hommes se sont parlé pour la dernière fois en décembre 2022, donc il y a bientôt 2 ans. Pour l'instant, aucune invitation officielle à un contact téléphonique n'a manifestement été adressée. En tout cas, le Kremlin s'est déclaré, par la voix de M. Peskov, ouvert au dialogue, mais a confirmé que pour l'instant, aucune démarche n'avait été entreprise en ce sens par Berlin. Et troisième et dernier point de cette actualité internationale, eh bien, c'est une autre initiative pour la paix, celle de la Chine et du Brésil, qui ont élaboré un plan en 6 points, alors qu'on appelle aussi consensus en 6 points entre donc Brasilia et Pékin, qui a été endossé par un groupe qui est appelé les Amis de la Paix et qui s'est réuni en marge du sommet de l'ONU à New York. Alors c'est un groupe qui comporte les pays comme l'Algérie, la Bolivie, le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Égypte, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Kenya, le Mexique, la Turquie et la Zambie. Donc un groupe de pays très sud global, comme on dit, d'ordinaire, et qui a donc endossé ce plan en 6 points proposé par la Chine et le Brésil. Alors, ce plan en 6 points, pas plus, c'est plutôt, comment dirais-je, des grands principes qui font écho quand même au plan, à la feuille de route proposée par les Chinois l'an dernier, que j'avais évoqué dans des séances précédentes, puisqu'on retrouve notamment la mention de la charte, des principes fondamentaux de la charte de l'ONU, à savoir intégrité territoriale et respect de la souveraineté des États. On retrouve une grande préoccupation chinoise qui est que le conflit ne dégénère pas vers une crise nucléaire avec une nucléarisation, alors que ce soit une centrale qui soit bombardée ou que ce soit l'emploi d'armes de destruction massive. C'est clairement mentionné dans ce texte-là, et là, la Russie est plutôt concernée. Mais le plan, ceci étant dit, ce même document appelle à geler les hostilités le plus rapidement possible et à engager des pourparlers avec toutes les parties au conflit sur un pied d'égalité, c'est-à-dire aussi bien la Russie que l'Ukraine réunies dans la même salle. Et évidemment, qui dit gel des conflits le long de la ligne de contact, dit suppose concession territoriale de la part de l'Ukraine, puisque il n'est pas mentionné qu'il y aurait un retrait quelconque des troupes russes des positions qu'elles occupent, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, Kiev exige comme préalable, j'allais dire, à toute discussion, que ça soit obtenu par la diplomatie ou, comme aujourd'hui, par les armes. Alors évidemment, c'est un peu contradictoire avec les principes rappelés quelque peu en préambule, qui sont l'intégrité territoriale et la souveraineté, mais néanmoins, c'est un plan que les Chinois ont mis sur la table avec les Brésiliens. Cette réunion s'est donc tenue à New York la semaine dernière, une première réunion de ce groupe des Amis de la Paix. La Suisse y a participé. Elle a envoyé un représentant pour assister aux discussions. Berne s'est attiré les foudres évidemment des Ukrainiens pour dénoncer cette participation, puisque la Suisse, comme vous le savez, a hébergé la première conférence pour la paix
voulu par l'Ukraine au mois de juin dernier, hein, qu'on avait longuement évoqué dans notre briefing, et qu'elle s'est déclarée prête à héberger une deuxième édition de cette conférence pour la paix selon le format souhaité par les Ukrainiens, étant donné, étant, étant donné que Zelensky, cette fois-ci, s'était dit prêt à accepter la présence de la Russie à la table des discussions. Voilà, je m'arrête là, Président, pour l'actualité de cette semaine. Bien, mais il y avait beaucoup de choses en effet. Alors, certaines questions ont effectivement déjà trouvé leur réponse du fait de ton exposé. On a plusieurs petites choses. Alors, une qui est tout à fait dans ton domaine de spécialité. Il semblerait que les gardes-côtes chinois patrouillent dans les eaux arctiques. Est-ce que c'est une grande nouveauté? Est-ce que ça signifie quelque chose? Alors, j'ai pas vu l'info en tant que telle passer, mais que la Chine s'intéresse à l'Arctique, non, c'est pas nouveau. Qu'elle se donne les moyens de se projeter en Arctique, c'est pas nouveau non plus, parce ils sont en train de construire une flotte de brise-glace pour ne pas dépendre exclusivement des Russes pour circuler le long de la route maritime du Nord, mais avoir les moyens d'être autonome dans cette région-là et de pouvoir assurer la navigabilité de la zone pour leur propre commerce et leurs propres navires. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, évidemment, le déploiement de garde-côtes, reste à voir si c'est dans un cadre bilatéral avec les Russes, puisqu'il y a des exercices militaires conjoints sino-russes en ce moment même, d'ailleurs, très proches des eaux japonaises, par moment, qui se déroulent. Si jamais c'est dans un cadre de manière unilatérale, j'ai pas vu l'information, donc je peux pas aller beaucoup plus loin sur ce commentaire-là. D'accord. Donc, si on la voit passer, on en parlera la semaine prochaine. D'accord. On a beaucoup d'affiches à Moscou en ce moment. BRICS and Fashion Summit. Est-ce que vous avez quelques infos là-dessus? Quel est le lien entre la fashion et les BRICS? Il me semble que le thème des BRICS va être décliné dans beaucoup de domaines, y compris alors domaine officiel, politique étrangère, domaine économique, mais également le domaine culturel au sens large. Je pense que cet événement s'inscrit dans cet agenda élargi des BRICS. Très bien. Je vais dire plus sérieusement, mais c'était sans doute très sérieux. Apparemment, une première intervention de M. Lecornu, notre ministre des Armées, qui aurait indiqué que la Russie représente la première menace pour la France parmi tous les États étrangers. En particulier, la Russie s'opposerait aux intérêts de la France en Afrique et, entre guillemets, agirait de manière agressive envers le personnel militaire français. Est-ce qu'il y a eu des réactions de ce point de vue-là en Russie? Alors, je n'ai pas vu passer cette déclaration. Là aussi, il faudrait retrouver le cadre précis. Est-ce que c'est lors d'audition, la séance de questions au gouvernement, dans un autre cadre? Bon, alors pour ce qui est des rivalités en Afrique, c'est malheureusement pas nouveau et ça se poursuit, mais effectivement placer la Russie comme menace numéro un pour la France en tant que telle, il faudrait retrouver le phrasé précis, parce que là pour le coup, même les virgules ont leur importance. Tout à fait. Autre question géopolitique, il semble qu'il y a en s'achemine vers un changement de majorité au Canada, et donc probablement la fin de M. Trudeau. Est-ce que c'est une évolution, est-ce que ça peut préfigurer une évolution de la position canadienne par rapport à l'aide à l'Ukraine? Non, enfin, je pense pas. Alors, une fois de plus, je pense que ce qui va faire la différence, ce sont les finances, hein, plus qu'autre chose. Mais politiquement, faut pas oublier que il y a à peu près 1 million d'Ukrainiens qui sont installés ou de descendants d'Ukrainiens installés au Canada, que c'est un lobby assez puissant, un lobby qui dispose de moyens financiers et qui, par conséquent, fait son travail en quelque sorte. Il n'y a pas d'équivalent russe en face, si vous voulez, pour essayer d'équilibrer les choses. Donc, je m'attends à rien. D'autre part, les Canadiens là sont à l'initiative très récemment de quelque chose sur l'Arctique, puisqu'ils souhaitent se positionner pour contrer ce qu'ils interprètent comme une menace russe sur l'Arctique. Le Canada est aussi une puissance arctique, hein, en tout cas se présente comme telle. Donc non, non, je pense pas que ça préfigure de grands changements. Et puis, de toute manière, ils seront quand même relativement arrimés, à mon avis, à ce qui va se passer aux États-Unis. Alors évidemment, si Trump est élu et, comment dirais-je,
les relations n'étaient pas faciles entre le Canada et les États-Unis quand Trump était président. Il y avait des dossiers qui fâchaient quand même. Mais si jamais l'aide américaine est gelée ou suspendue de manière abrupte, comme M. Trump prétend potentiellement le faire, hein, euh, le Canada peut peut-être continuer, mais on comprend bien que le principal bailleur de fonds à ce moment-là se retirerait du jeu, et donc ça poserait quand même de très sérieuses questions sur la pérennité de l'assistance à l'Ukraine dans la durée. D'accord. Alors, on a un certain nombre de questions sur le Moyen-Orient, évidemment, notamment une qui est liée à l'Ukraine. Est-ce que, est-ce qu'il n'y aura pas dorénavant une priorité pour Israël dans la fourniture de patriotes, notamment? Est-ce que l'épuisement des stocks dont tu parlais en début d'intervention, ça va être pas justement un danger, entre guillemets, pour l'Ukraine? La prioritisation se fait plutôt vers Israël. En tout cas, c'est pas évidemment une bonne nouvelle, et c'est de nature à intensifier ce déficit plus qu'autre chose. Il faut quand même préciser qu'il y a d'autres usines qu'aux États-Unis qui fabriquent des missiles pour les Patriotes. Il y a des usines au Japon, par exemple, qui produisent des intercepteurs. Je crois qu'en Pologne ou en Allemagne, vous avez aussi des usines censées les produire. Donc, il y a des relais comme ça qui permettent de combler partiellement le déficit, mais vu la quantité qui est utilisée quotidiennement ces derniers temps au Proche-Orient, enfin par Israël, et les quantités nécessitées par les Ukrainiens pour pratiquement toutes les nuits, ou presque, intercepter ce qu'ils peuvent comme missiles ou autres, évidemment que non, c'est pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, et que la question de la défense antiaérienne est en réalité une des questions urgentes pour les Ukrainiens, hein, et, euh, et donc oui, oui, non, c'est pas une bonne nouvelle. Pardon, oui. Il y a un autre dossier important pour la Russie, c'est celui de l'éventuel impact d'une crise durable et d'intensité assez haute au Moyen-Orient sur les prix du pétrole. Depuis quelques semaines, on sentait point d'une certaine inquiétude en Russie face à une tendance à l'érosion des cours mondiaux du pétrole, certaines rumeurs relayées par la presse anglo-saxonne sur un changement de cap de l'Arabie saoudite qui, disent ces sources, souhaiterait reconquérir des parts de marché et serait prête à mettre des volumes plus importants que les quotas actuels sur le marché. Face à ça, évidemment, une crise telle que se dessine en tout cas entre Israël et l'Iran, la perspective qui a été évoquée, ce n'est pas encore fait, mais d'éventuelles frappes israéliennes sur les infrastructures pétrolières iraniennes, ça peut être une bonne nouvelle, alors inassumable évidemment publiquement. La Russie évidemment ne s'en réjouira pas, mais ça fait partie très certainement des calculs stratégiques et macroéconomiques russes. Alors, on nous posait la question en parallèle, enfin, au miroir un peu du manque théorique de patriotes. Est-ce que l'utilisation intensive en ce moment par l'Iran de ses propres missiles et moyens divers, ne tarit pas leur fourniture à la Russie? Il faut voir sur quel volume ils s'étaient engagés, si tant est qu'ils se sont engagés auprès des Russes sur des volumes d'une part, et d'autre part, il faut voir de quel vecteur on parle. Ce qu'ils ont employé contre Israël, c'est pas le même type de missile que ce qu'ils ont livré aux Russes. Ils ont employé contre Israël des missiles qui disposent d'une portée bien plus grande, et qui souhaitaient conserver d'ailleurs à ce titre-là, que ce que les Iraniens ont livré aux Russes, qui sont des missiles avec des portées plutôt courtes ou intermédiaires, utilisés donc sur un champ de bataille relativement proche, hein, de l'endroit où on va les tirer. D'autre part, j'ai cru comprendre, ou lire, que ces missiles avaient été livrés pour une partie d'entre eux sans les châssis pour les mettre en œuvre. Par conséquent, les Russes devaient encore bricoler ou en tout cas adapter ces missiles à certains types de châssis pour pouvoir les tracter ensuite et procéder à leur mise à feu. Donc, en fait, c'est pas vraiment, à mon avis, comment dirais-je, un problème dans l'absolu pour la dynamique à l'œuvre sur le champ de bataille, euh, qui reste, on l'a encore vu ces dernières 48 heures, plutôt favorable à la Russie. D'ailleurs, un de nos auditeurs nous pose la question dans le cadre d'une aggravation
du conflit hein, entre Israël et l'Iran, est-ce que la Russie pourrait fournir du matériel militaire à l'Iran? Je pense pas, enfin, au-delà de choses symboliques et qui seraient pas forcément, à mon avis, hein, de nature à, ou alors, ou alors c'est qu'il y a une analyse qui est faite à Moscou, qu'il y a un véritable danger pour la pérennité du régime iranien et qu'il faut voler au secours du régime iranien. Bon, là, on passe sur une autre dimension. À ce jour-là, on n'est pas dans ce scénario-là. Mais à mon avis, ce qui serait utile aux Iraniens en l'état actuel de la menace que laisse planer Israël, on le comprend, c'est de la défense antiaérienne. Hein. C'est S-300, S-350, S-400, éventuellement des avions. Il faudrait encore savoir les utiliser correctement pour intercepter des missiles qu'ont fait les Américains et d'autres pays, par exemple, pour protéger Israël, hein, d'envoyer des avions pour intercepter des missiles. Bon, mais c'est vrai que la Russie est lourdement sollicitée par le champ de bataille ukrainien, que ça reste sa priorité absolue, et que au-delà de certaines choses symboliques, je ne vois pas vraiment ce qu'elle pourrait faire pour, en plus, sans compter le fait que ça risquerait de causer des difficultés supplémentaires dans sa relation avec Israël, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Oui, pour revenir sur ce dernier point qui est important, rappelons quand même quelque chose de très important, c'est qu'Israël ne fournit pas d'armes à l'Ukraine. Et c'est quelque chose que les Russes veulent ne pas voir changer. Ils ont pas capable. Encore une fois, l'armée israélienne elle-même a besoin de beaucoup de matériel, mais on connaît le savoir-faire technologique des industries israéliennes et on sait que les Ukrainiens sont très demandeurs. Le président Zelensky, à plusieurs reprises, s'est adressé ces 2 dernières années autorités israéliennes pour obtenir des matériels. Il y a 2 pays potentiellement pourvoyeurs d'aide précieuse à l'Ukraine qui, pour l'instant, s'en abstiennent, c'est la Corée du Sud et Israël. Et encore une fois, cela constitue un frein évident aux éventuelles initiatives russes en direction de la Corée du Nord ou de l'Iran. D'accord. Quelle est la raison d'ailleurs pour la Corée du Sud? Parce qu'il me semblait qu'ils n'ont pas fourni des chars, des gens, des obus. Ouais. Non, à ma connaissance, une aide enfin, non militaire, euh, tout simplement parce que la Corée du Sud craint que la Russie fournisse encore plus d'aide à la Corée du Nord. Donc là, il y a un côté je te tiens, tu me tiens par la barbichette, si j'ose dire. D'accord. Ils ont fourni, mais en fait indirectement, c'est-à-dire des contrats qui ont été signés entre des armuriers sud-coréens qui sont très bons pour faire par exemple de l'artillerie, des canons d'artillerie, qui ont placé des contrats en Pologne, enfin dans des pays, qui eux ensuite ont transféré leur ancienne artillerie à l'Ukraine, sachant qu'ils ont commandé du matériel neuf auprès des Sud-Coréens. Et on n'a pas vu de cas de transfert, à ma connaissance, directe de canons. J'ai un doute en ce qui concerne les obus. J'avais cru voir passer, mais je peux mal me Ah, souvenir des obus sud-coréens qui auraient atterri. Mais bon, on a vu des obus serbes arriver du côté ukrainien aussi, donc bon, tout est possible. bah, vu la fourniture par la Corée du Nord d'obus en grande quantité à la Russie, ça préserverait l'équilibre, si j'ose dire. Non, mais faut voir un problème dans l'autre sens pour les Sud-Coréens, c'est-à-dire que eux ne veulent, je vois ce que tu veux dire, mais ils ne veulent pas que justement les lignes rouges sautent et que les Russes du coup déversent du matériel en Corée du Nord. Et donc eux s'abstiennent de leur côté d'aider les Ukrainiens dans ce sens-là. Oui, ils ont vu comme tout le monde que les Russes ont aidé les Nord-Coréens à mettre quelque chose sur orbite. Ils voient des choses comme ça se faire, et ils le prennent justement comme un avertissement que éventuellement si eux livraient des choses, les Russes seraient plus forcément liés, dans l'obligation de ne pas livrer à leur tour du matériel aux Nord-Coréens. Et certains en Corée du Sud, enfin, si on se place du point de vue sud-coréen, voir des obus nord-coréens partir n'est pas forcément En une mauvaise. plus, ouais, absolument. L'affaiblissement des arsenaux, oui, tout à fait. Pour finir notre briefing, une question bah, toujours sur le sujet brûlant du Proche-Orient. Quelle est la marge de manœuvre de Moscou concernant le Liban face à Israël, hormis l'aide humanitaire qui vient d'être livrée? Bah, en réalité, ils n'en ont pas beaucoup. Ils n'ont pas vraiment de levier sur le Liban. Le commerce bilatéral est très très faible. Ils n'ont pas vraiment, enfin c'est peu de le dire, de levier sur Israël. On se demande qui a vraiment de levier sur Israël aujourd'hui. C'est prêt à les utiliser. Et ils sont un peu dans un entre-deux, les Russes. C'est-à-dire que évidemment cette situation-là, au niveau de la grande géopolitique, serait plutôt favorable parce que c'est un abcès de fixation pour les Occidentaux
parce que c'est un exemple de ce qu'on présente comme un double standard entre le traitement qui est réservé à la crise, à la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, parce que ça détourne l'attention de l'Ukraine vers le Proche-Orient pour les opinions. Bon, bref, de ce point de vue-là, on peut comprendre qu'il y a un certain intérêt pour eux, mais de l'autre côté, en même temps, comme diraient d'autres, eh bien, ils n'ont pas intérêt à ce que ça dégénère, hein. Je l'ai déjà dit ici, on comprend bien, parce que si jamais on voit un Moyen-Orient qui s'embrase, évidemment, ça ne fait pas les affaires des Russes pour aussi un tas de raisons qui tiennent à la géopolitique. Ils auraient leur position en Syrie qui serait fragilisée. Enfin bref, tout à l'heure Arnaud parlait du pétrole, donc il y a des choses voilà qui sont déjà beaucoup moins évidentes. Sur le Proche-Orient, si on resserre la focale, évidemment, je l'ai dit, ils n'ont pas forcément intérêt à un embrasement, mais d'autre part, en même temps, si l'empreinte iranienne s'amenuise en Syrie, bah, c'était pas plus mal non plus pour les Russes, parce qu'on sait qu'ils étaient encombrés quand même par moments par cette présence iranienne un peu pesante. Les Syriens aussi, d'ailleurs. En tout cas, certaines factions syriennes sont pas mécontents, à mon avis, de voir les Iraniens affaiblis. Donc c'est toujours un savant équilibre et dosage. Je pense qu'il n'y a pas il y a des postures, hein. Évidemment, les Russes ont condamné l'élimination de Nasrallah. On comprend que dans le récit général, ils sont plutôt du côté des Iraniens ou des proxys iraniens, pour résumer. Que Israël est assumé à l'Occident, assimilé à l'Occident et au soutien à ceux qui soutiennent l'Ukraine, même si, comme l'a dit Arnaud, Israël ne livre pas de matériel à l'Ukraine. Bon. Mais quand on va plus finement dans le jeu, on comprend que les choses sont moins évidentes. Oui, du reste, on a bien vu que un certain nombre d'États arabes ou autres qui se sont plus ou moins discrètement réjouis de l'affaiblissement du Hezbollah. Quelle est la position traditionnelle de la Russie par rapport au Hezbollah? C'est un soutien ou c'est assez critique? Est-ce qu'ils les considèrent comme terroristes ou pas? Ils ont combattu côte à côte en Syrie pendant plusieurs mois quand même contre les groupes de l'opposition djihadiste, appelés comme vous voulez, qui étaient opposés à Bachar el-Assad. De facto, ça a été un allié objectif pendant des années en Syrie. Maintenant, si on remonte dans l'histoire longue, il y a 20-30 ans, c'était pour l'URSS, je rappelle qu'il y a eu des prises d'otages quand même de diplomates soviétiques par le Hezbollah. D'ailleurs, ils l'ont fait une fois, ils l'ont pas fait deux fois. Donc, si vous voulez, c'est fluctuant. Ils ont été reçus, enfin, les officiels russes ont rencontré des responsables du Hezbollah à plusieurs reprises, je veux dire devant les caméras. Donc, pas plus, les Russes considèrent les talibans comme des terroristes, mais les reçoivent à Moscou. Ils considéraient les frères musulmans comme des terroristes en 2013. Ils ont reçu les responsables des frères musulmans à Moscou. Il y a le déclaratoire et après il y a la réelle politique, la pratique, hein, comme je viens d'expliquer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à nos auditeurs de leur soutien fidèle, de leur présence et de nous écouter toutes les semaines. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le 214e briefing. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.